dans une salle d'audience où tout semblait figé, un simple geste, celui de passer des menottes au poignet d'une femme silencieuse, déclencha une onde de choc qui allait ébranler jusqu'aux fondations même de la justice. Evelyn Maddox ne cria pas. Elle n'eut pas besoin de mots. Son silence, à lui seul, devint un cri que nul ne pouvait ignorer. Croyez-vous en une justice égale pour tous? Si oui, commentez le chiffre 9. Sinon, mettez un like sur la vidéo si vous avez déjà été victime de discrimination, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Quelle qu'elle soit, partagez votre expérience pour que nous puissions vous écouter. Maintenant, plongeons ensemble dans les développements palpitants de cette histoire. C'était un matin d'octobre, empreint d'une fraîcheur discrète, sous un ciel pâle du sud. L'air semblait suspendu, comme s'il attendait qu'un secret longtemps gardé soit enfin révélé. Le palais de justice, massif, aux colonnes usées par les années, se dressait dans un silence imposant, témoin de tant d'histoires murmurées derrière ses portes closes. À l'intérieur, tout suivait son cours habituel. Les avocates ajustaient leurs manches, les agents de sécurité feuilletaient distraitement leurs fiches, et les greffiers griffonnaient des notes en chuchotant. Rien ne semblait troubler le balai bien huilé d'une journée ordinaire. Ici, la justice paraissait n'être qu'une mécanique bien rodée, prévisible, presque banale, où chaque rouage s'emboîtait sans heurts. Personne ne remarqua la femme qui venait de se garer à l'écart, dans un coin reculé du parking. Pas de plaque officielle, pas de véhicule escorté, aucun garde du corps. Juste elle, seule, dans un vieux SUV à la peinture fanée, marqué par le soleil et le temps. Elle descendit du véhicule sans hâte. Une femme noire, la cinquantaine bien entamée, sobrement vêtue, une chemise grise impeccable, un pantalon kaki soigneusement repassé, et des bottes usées, non pas par les trottoirs des villes, mais par des terrains bien plus rudes, bien plus éloignés. De la poussière collée au cuir, une poussière qui racontait une autre histoire, que personne ici ne semblait vouloir entendre. Sa démarche était droite, presque militaire. Son visage impassible ne trahissait ni peur ni impatience. Chacun de ses gestes était mesuré, précis, porteur de cette discipline silencieuse propre à ceux qu'on a appris à sous-estimer. Pas de badge, pas de galon, aucun dossier à la main, pas de téléphone. Juste elle. Et cette présence. Une présence qui ne demandait aucune explication. À l'entrée, elle passa le contrôle de sécurité. Un jeune agent leva à peine les yeux, distrait. Aucun mot n'échangea. Elle signa le registre d'un geste fluide, presque machinal, détendu. Son nom y était inscrit, noir sur blanc, lisible par tous. Mais personne ne lut. Personne ne comprit. À l'intérieur de la salle d'audience 2B, l'agitation était feutrée. On déplaçait des chaises pour une audience prévue en milieu de matinée. Des conversations basses, des talons claquant sur le linoléum, un bourdonnement familier. Une routine bien huilée, une procédure que rien ne semblait devoir perturber. La femme traversa l'allée latérale d'un pas sûr. Sans hésiter, elle alla s'asseoir au 3e siège de la 2e rangée, comme si cette place l'attendait. Elle s'y installa avec cette évidence silencieuse propre aux gens qui n'ont plus besoin d'approuver leur légitimité. Mais personne ne la remarqua. Ou plutôt, personne ne prit vraiment la peine de la regarder. On ne vit pas ses bottes militaires marquées par les années. On ne vit pas la manière dont elle posait ses mains sur ses genoux, doigts légèrement écartés, calme mais prête. On ne comprit pas la fixité de son regard, non pas nerveux mais entraîné, forgé par l'habitude du silence. Elle n'était pas venue pour attirer l'attention. Elle ne venait ni protester, ni revendiquer. Elle était là parce que quelqu'un, quelque part, l'avait envoyée pour observer. Alors, elle observait. Tranquillement. Patiemment. Avec cette gravité de ceux qui savent que l'immobilité peut parfois être plus puissante qu'un discours. Puis, le sergent Kyle Runner fit son entrée. 35 ans, épaules larges, coupe militaire, posture raide. Il portait l'autorité comme une arme, affichée sans nuance. Il balaya la salle du regard. Un regard exercé, mais qui ne cherchait pas à comprendre. Il cherchait à contrôler. Et puis, il la vit. Son regard ne s'éclaira pas de reconnaissance. Non. Il se chargea de suspicion. Parce qu'ici, dans ce tribunal, dans cette ville, une femme noire, calme, silencieuse, assise au mauvais endroit, à la mauvaise heure, avec les mauvaises bottes, c'était quelque chose qu'un homme comme Kyle ne pouvait ignorer bien longtemps. Et Kyle, lui, n'aimait pas ce qu'il ne pouvait pas étiqueter. Il s'avança dans l'allée centrale.
Ses pas résonnaient, secs, sur le carrelage froid. Il s'approcha d'Evelyn Maddox, regard durci, mâchoire serrée, comme si sa simple présence constituait une offense à l'ordre qu'il croyait devoir préserver. Il se pencha légèrement, baissant la voix, mais la chargeant d'une autorité tranchante. « Madame, cet endroit est réservé. Vous devez changer de place. » La phrase semblait polie. Mais dans ses intonations, on entendait l'ordre, la menace, l'intransigeance. Evelyn ne leva pas la tête tout de suite. Sa voix, posée, calme comme une pierre tombée dans un lac tranquille, finit par s'élever. « J'ai été invité à m'asseoir ici. J'ai été convoqué. » Kyle fronça les sourcils, piqué au vif. « Par qui ?» demanda-t-il, sa voix montant d'un ton. Evelyn tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient tombés clairs, sans arrogance, sans peur, mais d'une intensité implacable. Elle sortit un document soigneusement plié de la poche intérieure de sa veste et le lui tendit. Un papier officiel, net. Un sceau fédéral. Son nom complet. Un numéro de dossier. Une date. Une heure. Tout y était. Noir sur blanc. Kyle jeta un coup d'œil, mais ne prit pas le papier. Il secoua la tête, l'agacement transpirant de sa posture. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Sa voix s'était élevée. Assez pour que des regards se tournent vers eux. Il se redressa. « Vous n'avez pas l'autorisation d'être assise ici. Je vous demande de bouger immédiatement. » Autour, les murmures commencèrent à se propager. Des froissements de vêtements, de dossiers. Des regards échangés entre assistants juridiques. Mais personne ne bougea. Personne n'intervint. Evelyn, elle, resta immobile. Elle ne parla pas. Ne se leva pas. Ne chercha pas à argumenter. Ses mains restèrent croisées sur ses genoux, le papier toujours tendu entre deux doigts, comme une ultime offrande de vérité. Un pont tendu au-dessus d'un gouffre d'incompréhension. Kyle sentit son souffle se bloquer. Il haïssait cette immobilité. Ce calme qui refusait de se défendre. Il y voyait une provocation, un affront. Très bien, lâcha-t-il sèchement. Il se pencha brusquement, attrapa Evelyn par le col, la força à se lever. Son autre main referma les menottes d'un geste sec, précis, 1000 fois répété. Le cliquetis métallique claqua dans l'air, comme une gifle. Un frisson traversa la salle. Pas un cri. Pas un mot. Juste ce souffle suspendu. Cette onde muette qui gonfla et s'étala comme une marée invisible. Deux avocats levèrent la tête. Le greffier suspendit un instant ses doigts sur le clavier. Même le juge, assis au fond, leva les yeux, interpellé. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix prudente, presque hésitante. Kyle ne répondit pas. Son regard restait fixé sur Evelyn. Elle a refusé de se conformer aux règles d'assignation des places. Evelyn ne répondit pas. Son silence emplit la salle d'une gravité presque tangible. Elle ne baissa pas la tête. Ne détourna pas les yeux. Elle accepta l'injustice. Non pas avec soumission, ni avec résignation, mais avec un calme qui troubla ceux qui la regardaient. Les portes s'ouvrirent. Et elle fut emmenée. Menottée, tête droite, Evelyn avançait, ses pas mesurés, réguliers, comme si chacun d'eux était une déclaration silencieuse, une affirmation d'existence. Un souffle suspendu traversa la salle, mais personne ne se leva, personne ne prononça son nom. Et derrière elle, un vide s'installa. Car dans certaines pièces, le silence ne signifie pas l'équilibre, mais plutôt une forme de complicité étouffante. Une entente muette pour détourner les yeux de ce qui dérange, pour éviter de nommer l'évidence. La dignité d'Evelyn demeurait intacte, mais la pièce, elle, avait déjà vacillé. Froide, impersonnelle, 4 murs nus, un banc fixé au sol, une ventilation bourdonnant faiblement, comme pour rappeler que même l'air semblait surveillé. L'espace ne semblait pas conçu pour accueillir des êtres humains, mais pour les gommer, les réduire à de simples éléments en attente de jugement. Evelyn Maddox entra, toujours menottée, escortée par Kyle Rayner. Dans ses yeux, brillait encore la certitude arrogante d'une victoire qu'il croyait acquise sans qu'on la lui dispute. Evelyn s'assit. Ses mains entravées reposaient sur ses genoux, paumes ouvertes, doigts détendus. Son dos restait droit, ses épaules relâchées, sa respiration lente, mesurée. À qui l'observait, elle semblait presque à l'aise,
comme si ce décor froid et cette attente figée n'avaient rien de nouveau pour elle. Mais ce n'était pas l'habitude. C'était la discipline. Kyle resta debout à quelques pas, bras croisés, mâchoire serrée, mâchonnant une satisfaction amère. Il tournait en rond, ses bottes traçant des arcs invisibles sur le sol. Son regard, fixé sur Evelyn, cherchait à percer l'énigme qu'elle représentait. Il s'arrêta enfin devant elle, se pencha légèrement, juste assez pour envahir son espace, tester sa patience. « Vous pensiez vraiment avoir votre place ici ?» demanda-t-il avec un sourire tordu, moqueur. Sa voix, imbibée d'ironie tranchante, s'enfonça dans la pièce. « Vous croyez qu'une voix calme et un bout de papier font de vous quelqu'un ?» Evelyn ne répondit pas. Son regard demeurait fixé quelque part au-delà de lui, vivant mais lointain, comme si elle contemplait un souvenir qu'il ne pourrait jamais atteindre. Kyle se redressa, piqué par ce silence qu'il interprétait comme une insulte. « Les gens comme vous entrent ici en pensant être intouchables, mais ici, c'est mon territoire. Et vous, vous êtes venu comme si vous en étiez la propriétaire. » Le ton résonna, lourd, empreint d'une arrogance qu'il ne savait même plus nommer. Evelyn leva lentement les yeux vers lui. Pas de défi, pas de colère. Juste une clarté glaciale. Une lucidité qui ne cherche ni à séduire ni à convaincre, mais à constater. Et puis elle parla. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» Sa voix, douce, sans reproche, presque détachée, tomba comme une pierre dans l'eau. Kyle se figea. Son sourire vacilla, juste un instant. Non parce qu'il la reconnaissait, mais parce que cette phrase ne faisait pas partie du scénario qu'il s'était écrit. Il recula d'un pas. « Non, répondit-il. » Sa voix, soudain plus basse, trahissait un léger tremblement. « Devrais-je » Evelyn ne répondit pas lentement, elle bougea. Ses gestes, précis, maîtrisés, portaient cette grâce étrange de ceux qui ont appris à agir même sous contrainte. Sa main glissa à l'intérieur de sa veste. Kyle réagit par réflexe, sa main se tendant vers sa ceinture, mais elle ne sortit aucune arme. Juste un petit téléphone noir, usé, sobre. Un modèle ancien, gouvernemental. Sans écran sophistiqué, sans ornement. Kyle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, la méfiance suintant dans chaque syllabe. Evelyn ouvrit le téléphone d'un geste précis. Ses pouces trouvèrent les touches avec une aisance instinctive. Elle composa une série de 10 chiffres. Aucun contact enregistré, aucun menu inutile. Juste une ligne directe, claire. Elle appuya sur appel. Une tonalité. 2. 3. Le silence de la pièce semblait suspendu à chaque son. 4. Puis, une voix au bout du fil. Evelyn ne se présenta pas. Ne donna aucune explication. Ne dit pas où elle était. Elle prononça simplement 5 mots, d'une voix claire, posée. Ici Maddox, situation confirmée. Elle raccrocha, referma le téléphone, le posa à côté d'elle, sur le banc, et attendit. Face à elle, Kyle ressentit, pour la première fois, un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas encore de la peur, mais quelque chose venait de se fissurer. Une incompréhension froide s'était abattue sur la pièce. Un poids invisible mais bien réel. Un nom qu'il ne connaissait pas encore, mais qui allait bientôt ébranler tout ce qu'il croyait maîtriser. À 10h01 précise, une lumière rouge s'alluma sur le téléphone fixe du bureau du juge Carrington. Ce rouge-là ne clignotait jamais, sauf en cas d'alerte prioritaire. Il était réservé aux communications classifiées. En plus de 20 ans de carrière, le juge ne l'avait vu s'illuminer qu'une seule fois. Concentré sur une note de procédure, il leva lentement les yeux vers la lumière. Hésita. Puis décrocha. Carrington, dit-il d'une voix égale, mais légèrement tendue, comme si même les mots savaient qu'ils allaient porter bien plus que de simples syllabes. Pas de nom, pas de titre. Une voix neutre, sèche, maîtrisée, demanda. Est-ce qu'une personne nommée Evelyn Maddox est actuellement détenue dans votre bâtiment ? Le juge marqua une pause. Son regard glissa vers la vitre insonorisée surplombant la salle d'audience, puis vers son greffier. Il descendit lentement jusqu'à la liste manuscrite des participants. Le nom, qu'il avait à peine noté plus tôt, flamboya soudainement devant ses yeux, Evelyn Maddox. Sa voix, plus grave, répondit. Oui, elle a été retirée de la salle par la sécurité. Un silence. Pas creux, non. Un silence lourd, dense,
suspendue comme une enclume invisible. Puis la voix trancha, sans détour. Vous devez la libérer immédiatement. Pas de questions. Pas de détention. Aucune déclaration à la presse. Un agent de liaison est en route. Arrivée estimée dans 11 minutes. Avant même que le juge ait pu répondre, la ligne se coupa. Net. Tranché. Comme si l'échange n'avait jamais eu lieu. Le juge Carrington resta figé, combiné encore en main, regard rivé sur le téléphone, comme s'il pouvait y lire un message caché. Puis il se leva. Non pas brusquement, mais avec une lenteur volontaire. Une gravité qui fit lever les yeux dans la salle. À son signal discret, 2 agents de sécurité se dirigèrent vers l'arrière. Leurs pas étaient rapides, précis. Dans le couloir adjacent, un autre téléphone sonna. Cette fois sur le bureau administratif. Le responsable de la sécurité, un homme aux rides profondes, décrocha. Il s'attendait à une journée ordinaire. Mais la voix au bout du fil lui ordonna de compiler immédiatement tous les enregistrements de sécurité interne des 40 dernières minutes, et de préparer un rapport écrit détaillé. Aucune explication, aucun délai. Près du comptoir, le plus jeune agent reçut une consigne sèche. Trouvez le sergent Rainer. Menez-le à l'isolement. Qu'il ne parle à personne avant d'avoir reçu de nouvelles instructions. Dans la salle d'audience, aucun mot ne fut prononcé. Mais l'atmosphère changea. Les greffiers cessèrent soudainement de taper. Les avocates échangèrent des regards furtifs. Même la sténotypiste, d'ordinaire invisible, suspendit ses doigts au-dessus du clavier. Le nom d'Evelyn Maddox ne fut pas recherché sur Internet, ni dans les registres du tribunal. Non. Il fut consulté dans les bases de données fédérales. Et lorsque le résultat s'afficha, une onde de choc muette parcourut la pièce. Major général Evelyn D. Maddox. Ancienne commandante des forces multinationales à Kandahar. Actuellement conseillère stratégique auprès des chefs d'état-major interarmés. Son statut n'était pas qu'un grade. Il y avait, attaché à son nom, une mention discrète mais implacable, observatrice fédérale. Autorité croisée interagence, directive EO 2187. En termes simples, elle avait été envoyée pour évaluer la conduite judiciaire dans les cas de billets ratio. Par ordre direct du département de la Défense, Kyle Rayner l'avait menotté, traîné hors d'une salle d'audience, sous le regard d'un juge, devant tous. Désormais, tout le monde savait. Le silence dans la salle ne signifiait plus l'ignorance. Il résonnait. C'était un poids qui s'abattait sur chaque personne présente. Les respirations se firent plus brèves, plus hachées. Les regards, d'abord curieux, devinrent méfiants, puis honteux. Ce n'était plus un simple malentendu. C'était une humiliation publique, infligée à une haute responsable fédérale en mission. Et Evelyn n'avait toujours pas levé la voix. Dans une salle annexe, loin des regards, Kyle Rayner était assis seul, les coudes posés sur la table, les yeux fixés sur un point invisible. Il semblait vidé, réduit au silence, non par défiance, mais par un choc qui s'infiltrait lentement dans ses veines. Autour de lui, les murs étaient nus, les néons bourdonnaient faiblement, et l'air trop sec portait une odeur de métal froid. La porte s'ouvrit doucement, sans alarme. 2 personnes entrèrent. L'une portait l'uniforme d'un officier supérieur de l'armée, veste sombre, étoile scintillante sur le col, posture inébranlable. L'autre, en civil, sobre, tenait un dossier mince comme une lame, mais chargé d'intention. Ils s'assirent face à Kyle, sans se présenter, sans cérémonial. Le silence s'installa. Pas un silence gêné, mais un silence de ceux qui pèsent plus que des mots. Puis, l'officier sortit lentement un document de son dossier, une photographie légèrement cornée, tirée sur papier glacé, qu'il fit glisser sur la table avec la précision d'un scalpel. Kyle baissa les yeux. Ses pupilles se contractèrent, frappées par une lumière trop crue. Sur la photo, un champ de sable ocre, balayé par les pales d'un hélicoptère Black Hawk. Au centre, un soldat allongé sur une civière, le visage tendu par la douleur, le pantalon déchiré, taché de sang. Autour, des silhouettes floues, distordues par le vent et la poussière. Et, au milieu du chaos, une femme droite, casque radio sur la tête, le regard fixé sur l'horizon, donnant des ordres avec la précision d'un métronome. Kyle sentit son estomac se nouer. Ce chant, il le connaissait. Ce jour-là, il y était. C'était en Irak, près de Mossoul, en 2007. Il se revit allongé sur cette civière, la jambe en feu,
l'esprit brouillé, le souffle court. Et cette voix calme qui guidait les secouristes, il l'avait entendue, il l'avait crue lointaine, venue d'un poste de commandement quelconque. Impersonnelle, distante. Mais ce visage sur la photo, c'était elle. Evelyn Maddox. Son souffle se coupa. Des années de récits refirent surface, racontés dans des bars, à des remises de diplômes, lors de briefings. Des histoires où il remerciait quelqu'un, quelque part, qui avait su orienter un appui aérien d'urgence, qui avait pris une décision salvatrice. C'était elle. Le dossier resta ouvert devant lui. Aucune accusation. Aucun mot de reproche. L'homme en civil attendait en silence. L'officier ne le regardait pas. Le poids du moment reposait tout entier sur Kyle. Sur ce qu'il comprenait. Sur ce qu'il choisissait de voir. Puis un bruit de pas, mesuré, précis. Evelyn entra. Sans solennité. Sans triomphe. Elle s'avança jusqu'au bord de la table, sans un geste brusque. Elle s'arrêta. Ses yeux rencontrèrent ceux de Kyle. Pas de colère. Pas de satisfaction. Juste cette clarté calme, plus ancienne que tous les grades et toutes les médailles. Le temps sembla suspendu. Personne ne bougea. Puis Evelyn brisa le silence, d'une voix posée, sans la moindre trace d'amertume. Je ne vous ai jamais demandé de vous souvenir de moi. Kyle sentit sa gorge se nouer, comme si les mots s'étranglaient avant de naître. La voix d'Evelyn resta ferme, précise, sans un seul tremblement. J'espérais juste que vous n'oublieriez pas qui vous étiez. La phrase tomba comme un verdict. Pas hurlé, mais prononcé avec une gravité qui n'avait besoin ni de justification, ni de plaidoyer. Kyle se pencha en avant, les mains jointes, le front presque contre la surface froide de la table. Ses épaules tremblaient imperceptiblement. Quand sa voix sortit enfin, ce n'était plus qu'un souffle. Je ne savais pas que c'était vous. Evelyn ne bougea pas. Kyle essaya encore. J'ai vu une femme assise à la mauvaise place et je n'ai pas cherché à savoir qui elle était ni ce qu'elle portait. J'ai agi sans réfléchir. Sa voix se brisa, un éclat d'émotion pure traversant son masque. Vous m'avez sauvé la vie. Aucun sourire. Aucune larme de la part d'Evelyn. Seulement ce regard, chargé de toute l'histoire. La sienne. La leur. Celle d'un système entier. Vous n'étiez pas censé vous souvenir de moi, dit-elle doucement. Vous étiez censé vous souvenir de vous-même. Kyle baissa la tête. Ses mains jointes devant lui n'étaient plus celles d'un homme sûr de son autorité. Elles étaient vides, ouvertes, comme pour chercher un appui qui n'existait plus. Evelyn se détourna, non par mépris, mais par finalité. Elle n'avait plus rien à ajouter. Le poids du moment resta suspendu dans l'air, longtemps après qu'elle eût quitté la pièce. La salle d'audience B avait retrouvé un calme apparent, mais ce calme était trompeur. Il était devenu une matière dense, palpable, collée au mur, pesant sur les épaules, glaçant la respiration. Le banc du juge Carrington restait inchangé, tout comme les rangées de sièges, les dossiers sur les pupitres, les notes griffonnées à la hâte. Mais l'air, lui, n'était plus le même. Les conversations s'étaient tues. Les doigts des greffiers restaient suspendus au-dessus des claviers. Les regards s'échangeaient furtivement, porteurs de questions muettes, de doutes effrayés. Personne ne savait exactement ce qui venait de se passer. Mais tout le monde avait senti la vague. Et puis, elle revint. Evelyn Maddox entra par la porte arrière. Seule. Sans escorte. Sans chaîne. Sans annonce. Aucun garde. Aucun badge. Aucune main pour la guider. Elle marchait d'un pas mesuré. Ses bottes frappaient le sol avec une régularité presque cérémonielle. La poussière des années semblait s'être déposée sur ses épaules, mais rien n'alourdissait sa démarche. Elle avançait droite, la tête haute, le regard fixé droit devant elle. Chaque pas résonnait comme un rappel silencieux. À mesure qu'elle progressait dans l'allée, les chuchotements moururent. Les têtes se tournèrent une à une, aimantées par une présence qui n'exigeait ni explication, ni justification. Evelyn ne chercha pas un siège. Elle ne retourna pas à l'endroit dont elle avait été arrachée. Elle ne demanda pas à parler. Elle ne leva pas la voix. Elle s'arrêta simplement. Là. Au centre de la pièce. Sous le sceau des États-Unis, gravé au-dessus du banc du juge.
exactement à l'endroit où Kyle Rayner avait posé ses mains sur son bras. Où l'injustice avait tenté de se graver dans le marbre. Elle se tint droite, les bras le long du corps, les paumes ouvertes comme des pages blanches, mais chargées d'un poids ancien. Son regard ne cherchait personne. Et pourtant, il semblait tout englober. À la table de la défense, un jeune associé murmura, trop fort pour que cela reste discret. Elle n'est pas venue pour témoigner. Elle est là pour nous observer. Ces mots ricochèrent dans la salle comme une pierre jetée dans un étang immobile. Personne ne répondit. Parce que tout le monde savait. Le juge Carrington se racla la gorge, mais aucune phrase ne franchit ses lèvres. Il baissa les yeux vers ses notes, puis les releva lentement vers Evelyn. Ses pupilles se rétrécirent, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il voyait vraiment. Un avocat expérimenté, connu pour son assurance, tenta de soutenir le regard d'Evelyn, 3 secondes. Pas plus. Avant de détourner les yeux et de tapoter nerveusement son stylo. Même la sténotypiste, pourtant entraînée à demeurer impassible, laissa échapper un souffle court. Presque un soupir. Evelyn ne bougea pas. Elle n'avait pas besoin de mots. Sa seule présence faisait trembler les fondations invisibles de cette salle. Kyle avait disparu. Escorté, silencieusement, par 2 agents des affaires internes. Il n'était plus qu'un écho lointain. Une absence, paradoxalement, devenue plus bruyante que sa présence ne l'avait jamais été. Pendant près d'1 minute, Evelyn demeura là, droite, inébranlable. 60 secondes d'un silence si dense qu'il pesait sur chaque poitrine, forçant chacun à regarder en face ce qu'il avait si longtemps préféré ignorer. Puis, sans avertissement, le juge Carrington se leva. Il ajusta lentement sa robe, se racla la gorge, un son plus rude, plus grave cette fois. D'une voix mesurée, presque contrainte, il prononça « Major Général Maddox, vous pouvez vous asseoir où bon vous semble. » Ce n'était ni une politesse, ni une formule. C'était une concession. Mais Evelyn ne s'assit pas. Elle n'avait besoin ni de chaise, ni de titre, ni d'un emplacement désigné. Elle restait là, debout, non pas comme une intruse, ni comme une menace, mais comme un rappel vivant et silencieux de ce que ce lieu prétendait incarner, de ce qu'il avait oublié, et de ce qu'elle portait en elle depuis toujours. L'onde de choc provoquée par l'affaire Maddox ne mit pas longtemps à se propager au-delà des murs du tribunal. Elle traversa les couloirs feutrés du palais de justice, se glissa dans les conversations murmurées des greffières, s'insinua dans les silences épais des salles voisines. Puis, elle franchit les frontières invisibles entre les institutions. 48 heures après l'incident, un mémo interne émis par le département de la Défense atterrit sur les bureaux des plus hauts responsables de la justice fédérale. Le document, classé confidentiel et estampillé priorité absolue, portait un intitulé sans ambiguïté. Évaluation urgente des pratiques judiciaires en matière de traitement des témoins affiliés aux forces armées, avec un focus spécifique sur les billets ratios. Ce n'était pas juste un mémo. C'était une alerte. Les ordres furent clairs. Une enquête fédérale fut déclenchée, croisant les données de plusieurs États, épluchant les cas où des militaires actifs ou vétérans, en particulier issus de minorités ethniques, avaient été négligés, écartés ou humiliés dans le cadre de procédures judiciaires et socio-judiciaires civiles. Des audits de pratiques jusque-là considérés comme de simples formalités se transformèrent en examens minutieux. Le nom d'Evelyn Maddox devint un repère silencieux. Pas une icône médiatique, elle refusait les interviews, déclinait les invitations aux conférences, rejetait les propositions d'ouvrages mais un symbole inscrit dans la mémoire profonde des institutions. Rapidement, un projet de loi fut rédigé et déposé au Congrès. Son intitulé, d'une sobriété solennelle, The Maddox Protocol. Ce texte, d'une précision chirurgicale, proposait plusieurs mesures fortes. La mise en place d'un programme de formation obligatoire pour tous les officiers de justice et agents de sécurité, centré sur la gestion des témoins issus des forces armées, avec une attention particulière portée aux questions de diversité et aux biais implicites. La création d'un comité d'audit permanent chargé de surveiller les pratiques judiciaires à ce sujet. La suspension immédiate, sans maintien de fonction, de tout agent faisant l'objet d'une enquête pour comportement discriminatoire envers un personnel militaire actif ou retraité. Certains jugèrent ces mesures trop ambitieuses, trop lourdes à mettre en œuvre. D'autres, au contraire, les considéraient comme tardives, comme un correctif enfin apporté à des décennies d'aveuglement institutionnel. Mais une chose fit l'unanimité, l'image illustrant le dossier législatif. Un cliché simple, pris dans la salle d'audience de B. Evelyn Maddox, debout, sans menottes, le dos droit,
le regard ancré dans un point invisible au centre de la pièce. Aucune légende. Aucun slogan. Mais, dans les annexes du rapport, une phrase résonnait, sobre, définitive. Certains élèves la voient pour se battre. Elle est restée immobile, et elle a gagné. Cette phrase, gravée en lettres discrètes, fut affichée dans des centres de formation fédéraux. Elle apparut dans des manuels d'éthique judiciaire, soulignée dans les carnets d'étudiants en droit, griffonnée en marge de notes de service. Un effet domino fut enclenché. Pas une révolution bruyante, non. Un changement subtil, tenace, qui s'infiltrait dans les esprits, modifiait les regards, redressait les postures, faisait naître des questions que personne n'osait poser jusqu'alors. Le système, dans son ensemble, n'avait pas encore changé. Mais il venait de prendre conscience de son propre poids. Et Evelyn Maddox, elle, continuait de marcher, silencieuse, traçant derrière elle une empreinte que plus personne n'osait effacer. Elle ne cherchait pas à devenir un symbole. Elle n'accorda aucune interview, ne participa à aucun débat public, n'écrivit aucun communiqué. Les propositions affluaient pourtant. Des éditeurs prêts à signer pour ses mémoires, des documentaristes en quête de récits puissants, des organisations désireuses de la récompenser lors de grands galas. Mais chaque demande reçut la même réponse, polie, ferme, immuable. Non. Ce refus obstiné renforça son aura. Là où d'autres auraient pris la parole, occupé l'espace médiatique, elle choisit le silence, non pas par retrait, mais par conviction. Son message n'avait pas besoin de mots supplémentaires. Ce furent les autres qui parlèrent pour elle. Dans les bureaux des procureurs, une question émergea, nouvelle, inattendue. Attendez. Comment traiterions-nous cette situation si la personne en face de nous était Evelyn Maddox? Dans les centres de formation judiciaire, son nom fut intégré au module sur l'éthique et les biais implicites. Une diapositive simple. Une photo d'elle, debout, dans la salle d'audience de B. Et en dessous, une phrase désormais connue par cœur. Certains élèves la voient pour se battre. Elle est restée immobile, et elle a gagné. Les étudiants en droit prenaient leurs notes avec plus d'attention. Des post-it apparaissaient sur les tableaux blancs. Évaluer avant d'agir. Ne pas présumer sur la base d'un uniforme. Se souvenir du silence d'Evelyn. Même dans des salles de classe éloignées, loin du tumulte politique, son histoire résonnait. À Atlanta, un enseignant de lycée proposa un exercice. Décrivez un moment où votre compréhension de la justice a changé. Un élève noir, timide, âgé d'une quinzaine d'années, rendit un simple paragraphe. La justice ne porte pas toujours un badge. Parfois, elle porte des bottes et se souvient. Ce texte ne fut jamais publié, mais il resta épinglé au tableau de la classe bien après la fin de l'année scolaire. Parce qu'il disait l'essentiel. Dans les tribunaux, les regards commencèrent à changer. Une femme en uniforme. Un ancien combattant au visage creusé par le temps. Un témoin à la voix tremblante. On ne les balayait plus d'un regard distrait. On les voyait. On les écoutait. Pas toujours avec bienveillance, mais avec plus de précaution. Les débats internes au sein du ministère de la Justice gagnèrent en profondeur. Des responsables jusqu'alors indifférents aux formations sur la diversité exigèrent désormais des ateliers spécifiques. Des sessions furent ajoutées. Des cas pratiques modifiés, intégrant des scénarios impliquant des témoins militaires. Le Maddox Protocol n'était plus seulement un texte imprimé. Il devint un rappel diffus. Une ligne invisible tracée dans l'esprit des professionnels. Attention, respectez la dignité avant de présumer de l'autorité. Evelyn, elle, poursuivit sa vie, sans fanfare. Elle se levait tôt, comme toujours, chaussait ses bottes usées, marchait sur les sentiers derrière sa maison. Elle répondait à quelques courriels de jeunes officiers en quête de conseils, relisant chaque mot avant de taper des réponses brèves, précises, presque austères. Elle ne repensait pas au jour du tribunal. Elle ne s'y attardait pas. Elle n'en avait pas besoin. Car le pays, lui, y revenait. Encore et encore. Dans les formations. Dans les couloirs feutrés des palais de justice. Dans les regards échangés lorsqu'un visage ne semblait pas à sa place. Il se souvenait d'elle. Pas parce qu'elle les rappelait. Mais parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. La force d'Evelyn Maddox n'était pas d'avoir crié plus fort. C'était d'avoir tenu debout, immobile, dans le silence. Et d'avoir laissé ce silence parler pour elle. C'était une fin d'après-midi tranquille,
presque banal. Le palais de justice se vidait lentement, ses couloirs se dépeuplant sous la lumière douce du jour déclinant. Les pas résonnaient faiblement, les portes grinçaient dans le lointain. Dans cette atmosphère suspendue, alors que la journée tirait à sa fin, Evelyn Maddox franchit de nouveau le seuil de la grande porte. Pas de dossier sous le bras, pas d'escorte, pas de but apparent. Elle avançait lentement, d'un pas mesuré, non pas comme une femme qui revient sur les lieux d'une humiliation, mais comme quelqu'un qui arpente un espace hanté par des souvenirs invisibles, témoin silencieux de ce qui avait été. Elle passa devant le comptoir de sécurité. Les agents la regardèrent brièvement, mais aucun ne bougea, aucun ne dit un mot. Une forme de respect muet flottait dans l'air, ou peut-être un mélange de gêne et d'admiration confuse. Dans le couloir menant à la salle d'audience B, les murs semblaient inchangés. Les mêmes lambris, la même odeur de papier ancien, le même écho des pas sur le marbre. Mais Evelyn savait que quelque chose avait changé. Elle entra dans la salle vide. Pas un bruit, hormis le chuintement lointain de la ventilation. Les bancs étaient alignés comme toujours, les sièges du jury parfaitement ordonnés, le marteau du juge posé sur son socle de bois. Tout paraissait figé, immobile, comme si la pièce retenait son souffle. Evelyn s'arrêta au milieu, exactement à l'endroit où, des semaines plus tôt, Kyle Rayner l'avait saisie par le bras, menottée, arrachée à sa place. Elle leva lentement les yeux vers le plafond, vers l'insigne officiel qui surplombait la salle, un aigle gravé dans le bois. Symbole d'une justice censée être aveugle, mais qui, en vérité, avait vu bien trop de choses pour l'être encore. Elle resta là, droite, immobile, sans chercher à attirer l'attention de quiconque. Pas de discours, pas de revendication, seulement sa présence. Le soleil de fin de journée filtrait à travers les vitraux en hauteur, projetant sur le sol une lumière dorée qui caressait les bancs, les murs, et effleurait l'endroit précis où ses poignets avaient été entravés. Evelyn ne prononça pas un mot. Elle ne ferma pas les yeux. Elle ne soupira pas. Elle laissa l'instant se remplir de lui-même, comme si la pièce, le bâtiment, l'institution tout entière devait se rappeler, non pas ce qu'ils lui avaient fait, mais ce qu'ils avaient permis. Elle se détourna lentement, son regard balayant l'espace comme une bénédiction muette, un avertissement discret, mais indélébile. Les agents de sécurité, postés à l'entrée, restèrent figés. Ils hésitaient à intervenir, comprenant peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de troubler ce moment. Evelyn Maddox repartit par l'allée centrale, ses bottes marquant chaque pas d'une cadence sobre, comme un tambour lointain. Avant que la porte ne se referme derrière elle, un rayon de lumière capté par le verre coloré d'un vitrail découpa sa silhouette d'un halo doré. Non pas comme une héroïne triomphante, mais comme un témoin silencieux d'une histoire que personne n'avait le droit d'oublier. Elle ne s'attarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait laissé un message, non pas dans un discours, mais dans la trace même de ses pas. Et quand la porte se referma lentement, la pièce sembla retenir un soupir, un souffle discret, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'ils venaient d'abriter quelque chose de plus grand qu'eux. La salle d'audience retrouva peu à peu sa routine. Les dossiers furent retrouvés, les témoins rappelés, les plaidoiries reprirent. Mais quelque chose flottait encore dans l'air, une gravité muette qui échappait à toute procédure. Evelyn Maddox n'avait pas pris la parole. Elle n'avait pas cherché à se justifier. Elle n'avait exigé ni excuse, ni reconnaissance, ni réparation. Et pourtant, tout le monde avait entendu. À l'arrière de la salle, Evelyn s'était arrêtée un instant, droite, sans bouger, encadrée par la lumière tamisée des vitraux. Elle n'était pas revenue pour s'imposer. Elle était revenue pour exister, simplement, pleinement, sans demander permission. Le juge Carrington, le regard posé sur son bureau, semblait absent. Il ajusta ses notes, mais ne reprit pas immédiatement la parole. Un greffier laissa échapper un léger souffle, les épaules légèrement courbées. Une avocate remit en place une mèche de cheveux, son stylo figé entre ses doigts. Même ceux qui n'avaient pas levé la tête quelques instants plus tôt comprenaient maintenant que quelque chose avait basculé. Puis, dans un mouvement discret mais lourd de sens, le technicien enclencha le projecteur. Un écran descendit lentement, un bourdonnement mécanique remplissant la pièce. La vidéo apparut sans son, seulement des images crues, sans fioriture. On vit Kyle Rayner s'approcher d'Evelyn, le geste vif, l'expression dure, le regard chargé de contrôle. On le vit poser la main sur son bras, la tirer brutalement, passer les menottes autour de ses poignets, sans un mot, sans hésitation, avec un rictus presque satisfait. Evelyn, elle, restait droite, immobile, le regard ancré, la dignité intacte dans le poids de son silence.
L'image parlait d'elle-même. Ce n'était pas l'ordre. C'était l'humiliation. Quand la vidéo se termina, personne ne bougea. La salle ne reprit pas tout de suite son souffle. Evelyne, toujours debout au fond, ne réagit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son regard glissa sur les visages, sans insistance, mais avec une telle présence que ceux qui croisèrent ses yeux se sentirent mis à nu. Il n'y avait ni accusation, ni colère, seulement une vérité implacable, silencieuse, qu'on ne pouvait plus ignorer. Le jeune greffier baissa la tête vers son clavier, frappant des touches au hasard, comme pour s'occuper les mains. Une avocate tapota nerveusement son dossier. Le juge inspira profondément, redressa légèrement les épaules, mais resta silencieux. Dans cette pièce, il n'y eut ni tonnerre, ni éclat de voix. Pourtant, tout le monde savait qu'ils étaient en procès. Non pas Evelyne contre Kyle, mais chacun d'eux face à ce qu'ils acceptaient de voir et de taire. Evelyne se détourna enfin, ses bottes résonnant sur le sol, un rythme lent et régulier. Elle ne se dirigea ni vers le banc des témoins, ni vers le juge, ni vers l'assistance. Elle avança simplement jusqu'au vide laissé près de la barre, l'endroit même où elle avait été arrêtée. Là, elle s'arrêta, et resta debout, droite. Encore une fois, un vieil homme assis au fond chuchota pour lui-même, presque par réflexe, elle n'est pas venue prouver quoi que ce soit. Elle est venue nous montrer qui nous sommes. Aucune réponse n'émergea. Mais la vérité s'incrusta dans le bois du banc, dans les fibres du tapis, dans les silences changés. La session se poursuivit comme prévu, mais avec une cadence plus lente, une retenue palpable. Chaque mot pesait plus lourd. Chaque geste se faisait plus mesuré. Evelyne avait changé l'atmosphère. Non par la force, mais par la seule force de son être. Elle sortit finalement, discrètement, comme elle était entrée. Aucun cri, aucun tonnerre, mais une onde qui se propagea bien au-delà de cette pièce. On ne se souvenait pas de ce qu'elle avait dit, car elle n'avait rien dit. Mais on se souvenait de ce qu'elle avait montré. Que parfois, rester debout suffit à faire trembler tout un système. Dans un monde où les voix qui crient le plus fort attirent souvent l'attention, l'histoire d'Evelyne Maddox nous rappelle que la véritable force réside parfois dans le silence, dans la posture digne, dans la persévérance tranquille face à l'injustice. C'est dans ces moments de tension extrême, où tout semble basculer, que l'on comprend, ce n'est pas toujours en criant plus fort que l'on change les choses, mais en tenant debout, immobile, le regard clair, en laissant la vérité faire son chemin. Evelyne nous enseigne qu'il ne faut pas juger trop vite, que l'uniforme ne dit pas tout, que l'apparence ne définit pas la valeur, et que chaque geste compte dans la construction d'une société plus juste. Cette histoire est une œuvre fictive créée à des fins éducatives et de divertissement. Elle ne vise à critiquer ni à attaquer aucun individu, groupe ou organisation. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Cette histoire vous a-t-elle touché ou inspiré? Laissez un commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne Histoire de justice sociale pour découvrir d'autres récits qui donnent voix à l'espoir et à la justice. Votre soutien fait résonner ces histoires plus loin.